Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Jérôme Petit, associé d'Artefact à Paris. Artefact, c'est une société de conseil qui accompagne les grands groupes dans la transformation par la data, en particulier dans le retail. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler un petit peu des cas d'application de l'intelligence artificielle dans le retail. J'ai le grand plaisir d'être accompagné de Yann Barraud, qui est le CDO groupe de Carrefour. Je ne sais pas si tu veux dire deux mots pour te présenter, Yann. Très rapidement, donc, je suis jeune retailer dans le groupe de Carrefour depuis peu d'années et donc CDO du groupe. Je m'occupe de la partie data, comme le titre l'indique. Et Carrefour, très rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas, société de commerce implantée dans 9 pays sur 3 continents. Et on a le plaisir également d'accueillir Paul. Paul, c'est un de nos talentueux seniors data scientists chez Artefact. Tu lui dis deux mots? Ouais, bonjour à tous, donc moi c'est Paul Devienne, senior data scientist chez Artefact. J'ai notamment passé près d'1 an et demi à travailler en étroite collaboration avec les data scientists Carrefour sur les 2 cas d'usage qu'on va vous présenter tout de suite. Alors, de quoi s'agit-il? C'est vraiment des usages qui sont à la base du métier du retail. Donc, c'est prévoir la demande. Donc, comment on fait pour savoir de quoi les clients auront envie demain? Et la deuxième question, c'est du coup, quel produit il faut leur mettre sous les yeux? C'est quoi la meilleure sélection de produits pour les satisfaire? Alors, c'est 2 questions très simples, mais en fait qui font appel à des besoins assez sophistiqués, parce que la demande est toujours plus incertaine dans le retail. On le sait bien avec la pandémie qu'on vient de vivre. Il y a une facilité toujours accrue pour des consommateurs pour arbitrer entre les concurrents. Il y a bien sûr une montée très importante de l'omnicanalité et du e-commerce qui change un petit peu la donne. Et puis il y a cerise sur le gâteau, des attentes, en fait, des exigences toujours plus importantes en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Premier rang duquel éviter de jeter des produits, c'est quand même une catastrophe d'avoir à jeter des produits. Et c'est voilà. Donc les cas d'usage dont on va vous parler aujourd'hui sont vraiment des marronniers du retail de toujours. Et avant peut-être de rentrer dans le cœur du sujet, Yann, tu nous en dis un peu plus sur les challenges actuels de Carrefour? Oui, bien sûr. Alors, vous le savez évidemment, on a un gros focus client et depuis quelques années, l'objectif de Carrefour est vraiment de répondre à la demande du client, quels que soient les canaux avec lesquels on va interagir. Donc l'idée, c'est d'apporter le meilleur service, la meilleure satisfaction client. Et c'est sur cet axe-là que l'ensemble de nos initiatives vont se dérouler. Après, quand on a dit ça, on n'a pas vraiment répondu à part qu'il faut répondre aux clients, on n'a pas répondu à ce que c'est le challenge pour Carrefour. Le retail, c'est un métier qui est compliqué. Carrefour a aussi une richesse de formats, des hyper jusqu'au magasin de proxy, une richesse de clientèle à travers le monde et puis des milliers de références. Un des premiers sujets pour pouvoir satisfaire le client, c'est d'avoir le bon produit en magasin. Et on a un premier sujet qui est de répondre à la demande d'assortiment, le terme technique du retail, c'est-à-dire avoir le bon produit en magasin dans le rayon pour le client. Donc c'est un des premiers challenges, c'est de pouvoir réussir à mixer la diversité entre les attentes locales, le format du magasin et puis les milliers de références potentielles en disant voilà, dans ce magasin, dans telle ville spécifiquement, je vais mettre tel produit parce que c'est la demande des consommateurs très localement. Deuxième sujet, évidemment, c'est un sujet de prix et de pouvoir avoir le bon niveau de prix, le bon positionnement. Comme tous nos concurrents évidemment, mais avec toute cette complexité liée à l'assortiment, c'est aussi de pouvoir répondre à la fois à l'attente en termes de produits, mais à l'attente de positionnement prix pour que nos clients viennent chez nous de préférence pour pouvoir faire leurs courses. Et le troisième sujet qui est un peu plus spécifique, on parle de la multiplicité de formats. On a des tout petits magasins que vous connaissez très probablement, Carrefour City, tout ce qu'on appelle la proxy, les hypermarchés, mais on a aussi le e-commerce. Et la pandémie a aussi un impact sur le comportement des clients et sur le e-commerce. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi accompagner l'expérience utilisateur sur le e-commerce à travers la data
pour pouvoir apporter la meilleure expérience, pour pouvoir répondre aux exigences du client qui sont habitués de plus en plus à ces types de canaux, tout en ne délaissant pas évidemment tous nos canaux physiques qui font toute la richesse de l'entreprise. En l'espèce, les questions posées sont très simples. C'est quelle est ma meilleure estimation de la demande à venir pour les produits que Carrefour propose dans ses magasins, et par rapport à cette demande, quelle est la meilleure offre, le meilleur ensemble de produits, la meilleure sélection de produits que nous devons leur proposer pour les satisfaire. La difficulté vient, comme tu le dis, du volume de data qu'il faut traiter. Donc Carrefour, on traite 6 milliards de transactions par an. C'est 60 milliards de lignes de caisse à analyser. C'est du coup de la data qui se chiffre en pétaoctets. L'enjeu, c'est de réduire la complexité, d'aider les décideurs à réduire la complexité. Pour le forecasting de la demande, c'est une problématique qui est un peu différente parce que on peut faire du forecasting, de la prévision de la demande finalement sur un petit nombre de produits. Et par contre, il faut la sortir tous les jours. Et la complexité vient du fait que demain, c'est toujours différent, quoi. Demain, c'est peut-être un jour férié, demain, c'est peut-être un jour de vacances, demain, il y a peut-être des manifestations qui vont empêcher les consommateurs de se rendre facilement dans les magasins. Dans les deux cas, en fait, qu'est-ce que fait la data et l'intelligence artificielle? Elle ne se substitue pas du tout à l'humain, mais elle rend possible de faire quelque chose qui serait impossible de faire à la main. L'idée, c'est de libérer le maximum de temps pour qu'il puisse se consacrer à ce qui crée de la valeur, c'est se préoccuper de la satisfaction du client tous les jours. Et c'est la même chose pour le forecasting. Paul, tu peux nous raconter un petit peu ce projet de forecasting, comment on s'est penché avec les équipes de Carrefour sur le sujet? Bien sûr. Alors, pour commencer par l'objectif, donc quel est l'objectif de ce premier cas d'usage de forecasting? Donc l'objectif, il est très simple, c'est prédire de la manière la plus précise possible la demande de chacun des produits du rayon boulangerie-pâtisserie pour tous les hypermarchés de France tous les jours. Donc à quoi ça sert d'avoir une estimation précise de la demande? Ça sert à limiter deux effets qui sont négatifs, qui sont la casse et le manque à gagner. Donc la casse, qu'est-ce que c'est? Donc tout simplement, c'est un cas un petit peu particulier dans le cadre des produits frais, puisque dans le rayon de la boulangerie et la pâtisserie, on est sur des produits extrêmement frais. Et si les produits qui sont fabriqués le matin ne sont pas vendus en fin de journée, on perd la marchandise, on est obligé de la donner à des associations, ce qui fait que ça génère du gaspillage alimentaire. Donc réduire la casse, ça revient à réduire la surproduction grâce à une estimation plus précise de la demande tous les jours. Ensuite, on a l'effet inverse qui est le manque à gagner. Donc, le manque à gagner, c'est quand on prédit des quantités qui sont inférieures à la demande réelle. Donc, ça a deux effets principaux. D'une part, on va manquer du chiffre d'affaires. Et en plus, on risque de décevoir le client qui va venir avec l'idée d'acheter un produit spécifique, comme des baguettes ou des croissants, et qui va se retrouver devant donc des manques en rayon. Et donc, il y a un risque de perte de chiffre d'affaires et de perte de satisfaction client, qui sont deux enjeux vraiment important. Donc ça, c'est l'objectif. La baguette est un sujet très très important, suivi au plus haut niveau, surtout tous les jours, voilà, en France. Complètement. Un des produits les plus importants de notre cas d'usage. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif principal et c'est pour ça qu'on a lancé un projet donc en étroite collaboration avec les équipes de Data Science de Carrefour dans le but de réduire à la fois la casse et le manque à gagner, donc réduire le gaspillage alimentaire et optimiser le chiffre d'affaires. Donc concrètement, comment est-ce que ça marche? On va se baser sur des grandes quantités de données, comme tu as commencé à le mentionner. On a des données qui sont centralisées, donc on a des données de transactions, on a des données de planning promotionnel qui vont nous permettre d'avoir déjà une base avec des informations importantes, des variables explicatives qui vont nous permettre de prédire combien on va vendre de baguettes, de chocolatines ou de pain au chocolat dans le futur sur la base de ces variables-là. Donc ces données brutes, on va les récupérer, on va les nettoyer, on va les enrichir avec des sources externes, comme par exemple des données calendaires qui vont nous permettre de prendre en compte les jours fériés, de prendre en compte les vacances scolaires selon la zone ABC de tous les hypermarchés de France. Donc on parle de plus de 200 hypermarchés. Et à partir de ces données qu'on aura nettoyées et préparées, on va entraîner des modèles qui feront, comme tu l'as dit, une analyse qui serait beaucoup trop chronophage pour un être humain, puisqu'on va venir analyser des millions de cas de figure, donc les ventes de centaines de références pour 200 magasins, pour chaque jour de l'année, sur plusieurs années d'historique. Donc ça fait des millions et des millions de configurations, avec pour chaque date beaucoup de variables, quel était l'assortiment ce jour-là, quel était le prix du produit, quels étaient les produits en promotion, etc. Donc on va entraîner des modèles donc de machine learning supervisé qui vont essayer de déterminer la relation entre notre variable cible, qui sont les ventes à venir pour chacun des produits, et des variables explicatives,
comme donc, la promotion, la cannibalisation, etc. et les ventes, surtout sur les semaines passées par jour de la semaine. Ça, ce sont des variables qui sont très importantes. Et en créant ces modèles-là, on s'est rendu compte qu'on a réussi à améliorer les performances de la solution qui était en place précédemment. On a commencé donc, à développer cette solution sur la viennoiserie. L'un des points clés était de tester la solution en magasin, d'échanger le maximum avec les équipes opérationnelles qui avaient beaucoup de retours très précieux à nous faire, optimiser nos solutions et ensuite la déployer également à la boulangerie et la pâtisserie pour pouvoir couvrir le périmètre total donc, de ce rayon-là. C'est peut-être un point important dans la démarche, c'est que c'est très itératif. Les managers des rayons sont au cœur du dispositif, sont interrogés toutes les semaines pour faire part de leurs attentes par rapport au souci. Tu as trouvé ça sympa, toi, de travailler comme ça avec des gens du terrain, toi qui es plutôt un matheux, on va dire, à la base. J'imagine que c'est un truc qui était agréable. Vraiment, oui. Je pense que c'était mon moment préféré du projet, c'était comprendre un petit peu déjà à quoi sert notre travail, quelles sont les problématiques. On allait visiter du coup les rayons boulangerie-pâtisserie, voir l'envers du décor sur place pour se rendre compte vraiment des problématiques opérationnelles. Comment est-ce que les prédictions qu'on fournissait allaient être prises en compte. Et le fait de voir un petit peu le contexte de l'utilisation de notre solution, ça nous a permis de gagner en précision aussi, parce qu'on s'est rendu compte de certaines limites, de certains axes d'amélioration. Et c'est vraiment avec cet échange-là qu'on a réussi à identifier les chantiers prioritaires qui avaient le plus de valeur pour Carrefour. Et comme tu l'as dit, c'est une approche très itérative. On n'a pas eu peur de commencer avec des approches plutôt simples. À la base, il y avait beaucoup de solutions qui se basaient sur des moyennes arithmétiques, des moyennes sur les jours de la semaine. Par exemple, si on fait des prédictions pour un mercredi, on va regarder les mercredis précédents, combien on a eu de ventes par référence. Et on a utilisé donc, cette base pour construire des modèles plus complexes et se comparer par rapport à des modèles un peu simples. Les modèles simples, c'est super parce que c'est facile à interpréter, c'est facile à comprendre, mais ça ne prend pas en compte donc, des caractéristiques un petit peu spéciales comme les jours fériés, la cannibalisation, et ça ne prend pas en compte du coup les différents produits en même temps. On fait des moyennes par produit, alors que quand on a des modèles plus complexes, donc comme des modèles supervisés sur la base, donc pour être un petit peu plus technique, sur la base d'arbres de décision, ça nous permet de prendre en compte beaucoup plus d'éléments et d'être plus fin dans les analyses et dans les précisions qu'on va ensuite envoyer aux managers pour qu'ils puissent adapter leur production en fonction de l'estimation de la demande client qu'on leur fournit. Et Yann, tu nous racontes un petit peu le projet proximité, la recommandation d'assortiment ? Oui, en fait, c'est un projet qu'on peut raconter assez simplement. En fait, l'idée, on mentionnait tout à l'heure la complexité de l'assortiment, le nombre de produits à choisir, à mettre en rayon, est toujours axé sur la satisfaction client. L'idée étant d'avoir le bon produit en rayon pour les clients dans la bonne zone, enfin, en tout cas pour le magasin où on est. Comme on le disait, chaque manager de magasin doit prendre ses décisions à travers un assortiment extrêmement compliqué. La question, c'est de savoir comment déterminer quel produit mettre en magasin, lequel marche, lequel ne marche pas, mais pas en prenant une décision complètement empirique ou en se concentrant tout seul sur son magasin, mais l'idée c'est de voir est-ce qu'on peut tirer des leçons de ce qui se passe ailleurs, très simplement. Et donc on s'est concentré sur effectivement un cas d'usage qui est la proxy, donc nos supérettes comme on le mentionnait tout à l'heure, en essayant de les regrouper finalement par comportement. On va dire que certains magasins, suivant la zone où ils sont installés, suivant la clientèle qui vont avoir autour, sont similaires, un petit peu comme lorsque vous êtes sur Netflix et que vous choisissez un film et puis on vous dit si vous avez aimé ça, d'autres ont aussi regardé ça et ont fait la suggestion. Finalement, c'est la même catégorie de traitement d'intelligence artificielle qu'on utilise. Dire ce magasin-là est similaire à tout cela. Et puis, une fois qu'on a réussi à créer ces groupes, ces grappes de magasins, dire dans les autres magasins, il y a un produit en particulier, il y a une liste de produits en particulier qui marche bien, et du coup, on va vous suggérer de retirer telle référence et puis d'en rajouter une autre parce que c'est des références qui marchent bien, parce que c'est des références qui vont correspondre à l'attente de vos clients sur la base de l'expérience des autres magasins similaires. Et on peut en prendre n'importe quel exemple. On utilise souvent l'exemple de la confiture de fraises, mais voilà, l'idée de dire en fait on va mettre plutôt cette marque de confiture plutôt qu'une autre. Et puis du coup on constate un résultat, un impact, puisque comme on le disait tout à l'heure, les clients viennent chercher un certain nombre de produits. Quand ils trouvent leurs produits en magasin, ils reviennent, ils font l'ensemble de leurs courses et parfois un produit peut être
un bloqueur, ce qui fait qu'ils vont se dire à la concurrence parce qu'ils ne vont pas trouver la bonne référence. Donc en utilisant ces algos-là, on va envoyer des suggestions aux managers pour qu'ils puissent, eux, adapter leur assortiment localement et puis prendre en compte ces suggestions pour voir l'impact que ça marche. Comme tu disais tout à l'heure, on ne parle pas de faire des choses qui sont 100% automatisées, on ne parle pas de remplacer l'humain, on est là plutôt pour assister nos employés dans une prise de décision en leur donnant des outils performants pour les aider à prendre la meilleure décision. Il y a une illustration de ça qui en fait, l'outil des fois aide à corriger des choses qui arrivent, hein, shit happens quoi, dans la vraie vie des magasins. Et un exemple qui m'avait marqué, que je trouve assez rigolo, c'est souvent en fait un manager va oublier de recommander une référence, par exemple parce que l'étiquette de prix est tombée. Pendant qu'on faisait le réachalandage du rayon, on n'a pas fait attention, on a fait tomber l'étiquette de prix et du coup on oublie en fait qu'il y avait un produit à cet endroit-là et juste l'algo, lui, il n'oublie pas. Donc il va rappeler au magasin, non, il devrait y avoir une bouteille de coca, il devrait y avoir un pot de Nutella ici, n'oublie pas de le recommander. Donc c'est des choses très simples qui font du résultat. Alors, c'est quoi les résultats finalement qu'on a obtenus sur ces deux cas? Alors, sur les deux cas, d'abord sur la partie BullPad peut-être, on mentionnait deux effets. Un premier effet qui est d'éviter la casse, donc en fait la surproduction qui fait qu'en fin de journée on a produit pour rien puisque ce sont des produits qui sont faits extra frais sur place par nos équipes de boulangerie. Là pour le coup, on a baissé cette casse, donc cette perte ou cette surproduction de 12%, ce qui est quand même assez significatif. Et par ailleurs, on parlait aussi de l'effet baguette. C'est quand vous venez en magasin, vous voulez acheter un produit, vous ne l'avez pas à la baguette en France. Hein, on est quand même très attaché à ce produit-là. On a une augmentation des ventes de 5% parce qu'on a pu améliorer la prédiction et donc la disponibilité des produits en magasin, en particulier sur ces rayons. Avec un effet à venir sur la satisfaction client qui se manifeste en cours. On sait que chaque point avec Carrefour est vraiment une entreprise qui est exemplaire en la matière parce qu'elle est vraiment pilotée par la satisfaction client du plus haut niveau au plus bas et un KPI suivi de façon très minutieux, c'est le NPS, quoi, une mesure de la satisfaction client. Et on sait que chaque point de NPS gagné, c'est des dizaines de millions de chiffres d'affaires incrémental pour Carrefour. Paul, juste en termes d'orchestration, on parle de complexité, beaucoup d'outils, beaucoup de data. Comment ça se coordonne toutes ces solutions? Alors, un point central qui a permis donc, de lancer autant de cas d'usage en si peu de temps, c'est que les données sont hébergées sur le cloud, qu'il y a une plateforme centralisée de données qui va nourrir tous les cas d'usage. Donc ça, c'est vraiment super important parce qu'on a des données qui sont rapidement accessibles, qui sont formatées, qui sont documentées. Et donc, diverses équipes pourront se brancher sur ces données, les consulter, les transformer et ensuite apporter des traitements spécifiques au cas d'usage. Donc, on part d'une plateforme centralisée avec toutes les données de transaction, le planning promotionnel, des données sur les différentes références, leur poids, leurs dimensions, les magasins également, la taille par exemple, ça peut avoir un impact, leur assortiment, donc, ce qui a un impact sur les deux cas d'usage qu'on a mentionnés. Et ensuite, donc, chaque équipe composée de data scientists, de product owners, de data engineers, vont se brancher sur ces données-là et ensuite appliquer des traitements spécifiques. Donc par traitement, je peux entendre préparer les données, les nettoyer, ajouter d'autres sources de données et ensuite entraîner différents modèles, donc des modèles de prédiction pour le cas d'usage BullPad qu'on a mentionné, de la recommandation d'assortiment pour le cas proxy et ensuite mettre à disposition renvoyer ces résultats donc, dans le cloud pour ensuite les mettre à disposition des systèmes Carrefour. Donc là, on travaille avec l'IT Carrefour pour que les résultats de ces modèles-là, que ce soit les prédictions ou les recommandations, soient réintégrés dans les systèmes Carrefour et que l'utilisateur final n'ait en fait pas à changer ses habitudes et puisse voir directement les nouvelles prédictions, les nouvelles recommandations dans les outils auxquels il a l'habitude. Et tu peux nous dire un petit peu l'apport de la technologie de Google là-dedans, parce que ça a été quand même un très gros facilitateur de tous ces cas d'usage. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, on est très friand de BigQuery spécifiquement. L'avantage de BigQuery, c'est que ça permet de générer des volumes vraiment très importants de manière très rapide. Donc, en fait, quand on va interroger ces bases de données, les calculs sont faits très rapidement, donc on récupère les résultats vraiment sans perdre de temps. En plus, l'un des avantages qui n'est pas négligeable, c'est que c'est facile à documenter et aussi le coût de stockage est relativement
faible, puisqu'en fait on ne paye que ce qu'on requête. Enfin, il y a un coût de stockage, mais il est plutôt faible, et on paye vraiment à la consommation. Ce qui fait que donc, si on est assez intelligent dans la manière dont on requête ces données-là, on fait beaucoup d'économies d'échelle. Ok, donc c'est un facteur de simplicité aussi, parce qu'il y a un côté, tu me disais souvent, c'est un peu un candy store, Google Cloud, il y a des modules pour tout, et quand on est un data scientist, on s'éclate un peu là-dedans avec tous les outils à disposition. C'est vrai, et pas que les data scientists. D'ailleurs, on a beaucoup de product owners qui commencent à se mettre à BigQuery, puisqu'en fait, c'est assez accessible. On a une interface qui est relativement simple à comprendre, avec un petit peu de connaissances en SQL, ou pas du tout. D'ailleurs, on peut commencer à apprendre pour BigQuery. On se rend compte qu'il y a différents types de profils qui peuvent bénéficier d'un accès aux données. Et ensuite, effectivement, donc, tous les avantages des briques Google, la connectivité, la compatibilité avec d'autres briques, comme Data Studio, par exemple, qui permettent de créer des outils de monitoring, de dashboarding. Et en fait, justement, on bénéficie de la compatibilité, d'une multitude de briques qui permettent de construire des produits vraiment de A à Z, tout en restant dans un écosystème Google et de répondre à plein de problèmes, que ce soit le monitoring de la qualité des données, d'autres checks qui sont assez importants aussi. D'ailleurs, c'est un point très important, monitorer la qualité des données en entrée et ensuite vérifier que chacun des traitements qu'on va apporter se déroule bien, que notre résultat ressemble à ce qui est prévu, et de faire des tests automatisés qui alertent les bonnes personnes en cas d'imprévu, si jamais il y en a. Yann, peut-être élaborer là-dessus, c'est comment on fait, en fait, pour marier les techniques et la puissance de gestion de la complexité du big data et l'excellence opérationnelle des pros du commerce qui sont dans les magasins. La réponse, elle est relativement simple. Et c'est une recette quasi éprouvée depuis quelques années, c'est d'avoir vraiment des équipes pluridisciplinaires. Et quand on dit pluridisciplinaire, on ne dit pas juste d'avoir les profils techniques, matheux, tout ça ensemble qui se font plaisir avec BigQuery, avec je ne sais quel algorithme. C'est hyper important d'avoir évidemment ces compétences-là, mais il faut que les équipes métiers soient onboardées et fassent partie de l'équipe produit en fait. Si on n'a pas le bon sponsor, évidemment ça ne marchera pas. Mais si on n'a pas les bonnes personnes qui sont au quotidien avec les équipes, d'abord pour expliquer le métier, parce que même si le retail, on s'en fait tous une idée, parce qu'a priori on fait tous nos courses de temps en temps, il y a quand même quelques spécificités et une complexité derrière qu'il est important de pouvoir apporter et puis d'expliquer. Et puis d'apporter la bonne vision vraiment orientée, l'œil simple du commerçant en fait dans l'équipe, et ça permet de construire le bon niveau d'attente, le bon niveau de demande, de ramener tout le monde sur quelque chose de très concret. On a une expression à Carrefour très proche du carrelage. On pourrait avoir facilement tendance à partir, à se faire plaisir. L'idée, ce n'est pas de se faire plaisir, hein. L'idée, c'est de faire plaisir à notre client, nos consommateurs. Et quand on est une équipe qui délivre un produit, c'est le client aussi, notre client interne, qui fait partie du projet. Et pas se dire que c'est quelqu'un qu'on va consulter au tout début en disant moi, je veux améliorer tel truc, mais qu'il soit vraiment partie prenante au cœur des équipes produits au quotidien, pour qu'on puisse valider des hypothèses, travailler avec eux et puis aller de l'avant. Et puis qu'à la fin des fins, on a un produit qui soit utilisable et utilisé. Et c'est facile de faire collaborer comme ça les pros du commerce avec les équipes tech. C'est quoi les recettes managériales qui facilitent la sauce? Alors, c'est pas facile parce que c'est des mondes qui sont quand même relativement différents. De mon expérience passée pour travailler dans des milieux un peu plus financiers, les professionnels de la finance, de la banque, de l'assurance ont l'habitude de travailler sur du chiffre et des algorithmes. Les commerçants ont un bon sens lié à leur métier qui est très différent. Donc c'est pas simple. Il y a vraiment nécessité de pouvoir créer l'envie et de pouvoir démontrer des choses très concrètes très vite, de ne pas rester dans un concept. Et la clé, elle est là. La clé, c'est toujours de pouvoir donner envie et de démontrer concrètement que les choses vont être utiles au quotidien. Le retail, c'est un métier du quotidien. On parlait pendant la pandémie des gens qui étaient là pour assister le quotidien des Français qui étaient enfermés chez eux. Ça en fait partie. C'est pas juste une expression. Le métier, c'est un métier du quotidien, et les équipes tech, les équipes d'intelligence, data, d'intelligence artificielle sont là pour accompagner ce quotidien et puis pour le faciliter, le rendre plus efficace, le rendre plus simple, réduire la complexité des concepts à appréhender. On parlait du nombre de références, du nombre de magasins, de la complexité, ne serait-ce que du territoire national. Réussir à donner envie de montrer qu'on est utile, on est là pour rendre service, qu'on est là pour accompagner.
Et alors du coup, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble sur ces sujets. On commence à avoir essuyé quelques plâtres et parcouru quelques kilomètres. C'est quoi la suite? C'est quoi les grands enjeux pour Carrefour dans la data? J'ai pris l'habitude de dire qu'on a bien fait la première, voire la seconde sur notre boîte de vitesse. Pour le coup, on parlait un peu de mécanique. C'est bien parce que ce qu'on a fait ensemble depuis quelques années maintenant, c'est ce qui nous a permis de mettre la machine en marche. Et si on reste dans la mécanique, c'est là où on produit beaucoup d'efforts, hein, la première et la seconde, mais ce n'est pas avec ça qu'on va aller très très vite. Donc on est en train aussi de changer un peu nos modes de travail et de se dire la data, c'est vraiment quelque chose qui est stratégique pour nous. De ma modeste expérience dans la data, ça reste le terrain de jeu le plus riche de tous ceux que j'ai pu fréquenter en termes de volume, en termes de richesse de données et en termes de cas d'usage. Il y a énormément de choses à faire et on est en train de le faire petit à petit ensemble. L'idée maintenant est de pouvoir accélérer pour qu'on puisse aligner l'ensemble des cas d'usage qu'on mentionne, mais bien d'autres, et d'en faire émerger bien d'autres, pour pouvoir régler les grands enjeux de tous les retailers, et Carrefour en particulier. Mais encore une fois, pas en le faisant hors sol, le faisant à niveau groupe, mais le faire en accompagnant l'ensemble de nos géographies, l'ensemble de nos pays, pour qu'il y ait un alignement très très fort entre les problématiques business, encore une fois, du quotidien, et puis la stratégie data qu'on va mettre ensemble, les solutions qu'on va construire ensemble pour pouvoir accompagner. Très concrètement, ça veut dire quoi? Mentionner peut-être deux choses. Premier, c'est qu'on a créé, on est en train de continuer de créer des équipes data dans l'ensemble de nos pays, des équipes complètes. On parlait tout à l'heure de l'ensemble des profils, alors data scientists, data engineers et les DevOps et tout ce qui va bien, mais aussi de pouvoir avoir un alignement avec les équipes business, ce qu'on mentionnait aussi, avoir des gens, des profils qu'on appelle data translators qui vont être là pour pouvoir traduire une problématique business en problématique data, des data owners dans l'ensemble des business lines, pour qu'on puisse avoir des gens qui nous amènent soit des questions, soit des suggestions en disant ben voilà, moi je connais très très bien le métier des hypermarchés et je pense qu'il y a quelque chose à faire, ou alors j'ai cette question-là, je ne sais pas comment on va pouvoir la traiter, est-ce qu'on peut ensemble trouver une solution? Donc vraiment des équipes complètes. Et puis accompagner ça, on parlait de technologie tout à l'heure, depuis un peu plus de 2 ans, on a déployé des plateformes data dans l'ensemble de nos géographies. On en avait des très très belles, en particulier en France et en Espagne, au Brésil aussi, mais ce n'était pas des plateformes dans le monde entier. Alors on en a créé des nouvelles, toutes sont maintenant basées sur le cloud, toutes tirent parti de la puissance des outils de Google. Et puis une plateforme qu'on a utilisée au groupe pour pouvoir échanger de la donnée, pour pouvoir aussi faire des analyses à l'échelle. On parlait de péta. Moi, je n'ai jamais travaillé sur ces volumes de données, mais effectivement, on manipule en ce moment dans les équipes du groupe des pétabytes de données pour des besoins qui sont finalement relativement simples d'un point de vue intellectuel. Donc une grande richesse, beaucoup de choses à faire, une accélération. Donc on a envie, on a besoin de gens pour nous accompagner, on y travaille au quotidien et c'est vraiment un métier qui est hyper excitant. Faire de la data retail, c'est quelque chose qui est hyper riche. Donc c'est l'extension du domaine de la lutte, le sujet du moment. Si on fait un peu de littérature, on va aller par là. Ok, bon, on espère que ça vous aura intéressé et si vous avez des questions, on est plus que motivés pour vous aider à y voir plus clair. Merci, à bientôt.